pour cette dernière conférence sur la thématique naissance, enfance et construction de soi, nous allons recevoir un duo merci. Alors la maman c'est Bernadette Lemoine, elle est psychologue, spécialiste de la famille, elle a écrit le livre Maman ne me quitte pas, qui traite de la délicate question de la séparation. La fille, c'est Véronique Lemoine-Cordier, comme Bernadette. Elle est psychothérapeute, psychologue, et elle a écrit le guide de la survie à l'usage des parents. Merci beaucoup, Véronique, pour ce guide très précieux, je peux vous le dire. Alors, est-ce que ces deux dames ont coupé le cordon? Je pense que oui. En tout cas, elles sont réunies aujourd'hui pour notre congrès et elles vont nous parler justement de cette séparation parents-enfants. Je vous demande d'accueillir, d'applaudir Bernadette Lemoine et Véronique Lemoine-Cordier. C'est à vous, mesdames. Je suis très heureuse, nous sommes très heureuses d'être ici. Et bien que je sois un petit peu plus jeune que le docteur Audin, je n'ai pas d'aussi bonnes jambes. Et j'espère que vous nous pardonnerez de vous parler en restant assise, parce que je pense que lorsque les jambes ne vont pas, ça risque de nuire au cerveau. Merci de votre indulgence. Voilà. Alors je voudrais commencer par remercier Augustin de Livois de nous donner à toutes deux cette occasion de parler de ce qui se passe du point de vue psychique tout à fait au début de la vie de chacun de nous, de chacun de nos enfants, etc. Nous sommes, vous l'avez compris, toutes les deux psychologues, donc voici mère et fille. Cela veut dire qu'il y a déjà 2 générations qui suivent Véronique et 3 pour moi. Je suis arrière-grand-mère. Voilà, donc j'ai un petit peu de recul, un petit peu d'expérience. Et apparemment, les enfants naissent et grandissent comme toujours. Oui, bien sûr, mais est-ce vraiment comme toujours? Je ne suis pas. Car en fait, ça a été souligné tout à l'heure, les conditions de vie ont beaucoup évolué et elles évoluent de plus en plus rapidement. Et en même temps, peut-être avez-vous constaté que la transmission entre les générations ne se fait plus de la même façon qu'avant. Elle est souvent déficiente, ce qui va être au détriment des mamans, bien sûr, mais surtout encore de leurs bébés. Et pourtant, nous sommes témoins que les jeunes couples sont ardents à bien faire pour leurs enfants. Ils cherchent à ne pas répéter les erreurs de leurs parents ou de leurs grands-parents, je parle pour moi. Ils sont... voilà. Mais que savent-ils en fait des besoins physiques? On vient d'en parler et c'était vraiment très intéressant d'entendre tout ce qui s'est dit ce matin déjà, mais maintenant, que savent-ils des besoins psychiques des tout-petits, et ceci pour mieux faire? Donc, avec joie, nous avons entendu que les progrès sont vraiment très importants, en tout cas sont possibles en ce qui concerne la naissance. Le processus physique de la naissance est facilité, il est adouci. C'est vraiment réjouissant. Le résultat qui en est, c'est un bon résultat sur le plan physique, médical, mais tout autant psychique. Donc le physique et le psychique sont tous les deux servis. La gestation, comme la naissance, concerne bien à la fois la vie physique et la vie psychique, surtout pour un tout petit, mais pour nous aussi, tout est lié. Alors ce que nous voudrions partager avec vous ce matin, dans les grandes lignes, c'est une meilleure connaissance des besoins psychiques du bébé. Car si nous les optimisons, si nous optimisons nos réponses, nous allons mieux respecter nos enfants. Cela favorisera leur santé physique, bien sûr, mais aussi tout autant leur psychisme, et cela les préparera à une vie épanouie. Il est vraiment possible d'améliorer les conditions psychologiques de la naissance et des premières années de nos enfants. C'est ce que nous voudrions aborder. Mais on ne pourra pas tout dire. On ne pourra pas approfondir un sujet aussi vaste.
nous allons chercher simplement à vous sensibiliser à ce dont a le plus besoin ce petit être si fragile, extra sensible, en lequel tout se grave. Avant tout, il a un besoin vital, je dis bien vital, d'amour. Mais ça, je ne vous apprends rien. Il a également un très grand besoin de sécurité. Plus précisément, de sécurité affective. Il a besoin donc de se sentir aimé dès le premier instant et de sentir la permanence de cet amour indispensable pour sa vie. Mais alors le problème, c'est comment y parvenir. À quoi doit-on être attentif pour que on puisse expérimenter, que le petit puisse expérimenter cet amour qui est pour son cœur aussi important que l'air pour ses poumons. Car même si nous sommes vraiment aimants, il y a des circonstances, il y a des difficultés, il y a des obstacles, ou simplement une certaine méconnaissance de la vie psychique du tout petit qui peuvent le blesser. Alors, mieux les aimer, mieux les préparer à la naissance, cela nécessite de connaître tout ce qui se joue avant cette grande épreuve, ce moment critique qu'est la naissance. La naissance, ce sera pour chacun de nous, pour chaque bébé, la première séparation et le premier grand changement de vie. Et c'est ce qui va servir de modèle ensuite aux autres séparations qui suivront et aux autres changements qu'il rencontrera dans la vie. Et Dieu sait si on va rencontrer des changements et des séparations. Donc, cela nous amènera à vous parler du délicat apprentissage des séparations, qui est une des pierres d'achoppement les plus redoutables dans la petite enfance et qui est vraiment important de bien connaître. Alors, commençons par le commencement. Et puisqu'il s'agit d'un chef-d'œuvre, nous savons maintenant qu'un petit homme se prépare longtemps à l'avance et déjà avant même la conception. Oui, que se passe-t-il donc déjà? Alors, tout à l'heure, on a parlé d'épigénétique. Et effectivement, on sait aujourd'hui qu'un père et une mère qui peuvent être soumis à un choc émotionnel très fort, et cela plusieurs mois avant la conception de leur bébé, eh bien, leurs cellules vont être marquées par des sécrétions neurobiochimiques et qui vont être transmises ensuite au fœtus. Voilà, donc c'est vraiment important de bien prendre en compte ces différents événements parce que vous le verrez par la suite, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi l'embryon va être sensible voilà, à tout ce qui est imprégné, mais aussi à tout ce qu'on pourra lui dire avec amour, et ça, nous allons en reparler. Voilà, alors, nous avons parlé de la préconception, et effectivement, les 9 mois qui précèdent la conception, donc ça fait 18 mois avant la naissance, sont déjà importants. Alors, nous en arrivons quand même au moment de la conception. Et pour vous expliquer la suite de ce que nous allons vous dire, parce que tout va en découler, je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ce besoin fondamental du tout petit, c'est-à-dire l'amour. Il y a une raison à ce goût qui est le nôtre pour l'amour. Tous, nous avons du goût pour l'amour, nous espérons l'amour. Et quand on n'en a pas été désespéré, on est vraiment avide. Donc, au moment de notre conception, c'est-à-dire au moment où la vie, qui est une forme d'énergie, au moment où elle jaillit, chacun de nous fait très fortement l'expérience de l'amour. C'est donc une autre énergie qui est intimement liée à la vie. Amour et vie sont extrêmement liés. Et ceci indépendamment de l'amour de nos parents, indépendamment des circonstances qui sont parfois dramatiques au moment de la conception. Nous faisons tous une première expérience de l'amour qui va nous servir de référence tout au long de notre vie et bien avant que fonctionne notre intelligence.
Chacun de nous, chaque embryon commence sa vie par l'expérience d'amour, d'un amour. On pourrait le dire autrement. Nous commençons donc tous avec ce que l'on appelle la conscience d'amour, cette capacité à ressentir l'amour, ou le non-amour, ou le moins d'amour. Dès le début de notre vie, nous sommes sensibles, extrasensibles même, à ce qui est de l'ordre de l'amour. Mais nous n'avons pas de conscience de raison. Elle ne fonctionne pas. Donc, tout ce que nous allons vivre dans le sein maternel n'est décodé que par rapport à cette conscience d'amour, donc que par rapport à l'amour. C'est bon. Et c'est déjà le bonheur. Mais que d'erreurs possibles d'interprétation par ce que sent l'embryon ou le fœtus, ou plus tard le bébé. Un petit exemple parmi des centaines d'autres. Imaginons une maman qui a un grand manque de sérénité, qui a des gros soucis, ou qui est très fatiguée, qui manque de repos. Elle est en manque. L'embryon, le tout petit, qui vit en symbiose avec elle, va ressentir une sensation de manque. Il ne connaît que l'amour. Donc il va décoder cette grande fatigue, j'insiste évidemment, pas une petite fatigue, une grande fatigue ou des grands soucis, il va le décoder comme étant un manque d'amour, alors que sa maman continue à l'aimer, même si elle est fatiguée, même si elle a des soucis. Voilà pourquoi il est important que les mamans vivent leur grossesse dans les meilleures conditions possibles, de sérénité, de repos, ce qui n'est pas toujours facile. Et j'ajoute qu'une maman aimante, et ça on va vous en reparler encore, une maman aimante qui parle intérieurement à son petit, lui envoie comme des ondes d'amour et peut réparer ce qui lui a semblé au bébé ce qui lui a semblé être un manque d'amour. Donc il est important de le savoir et nous sommes, nous thérapeutes, témoins de vrais petits miracles quand les mamans parlent à leurs enfants. De même, c'est la parole du thérapeute, parole qui doit toujours être vraie, parole qui doit être donnée avec amour, qui va guérir les blessures, parce qu'il y a même des blessures inévitables. Toutes ces blessures à l'âge tendre sont des blessures d'amour résultant de manque d'amour réel, cela est possible, ou supposées-elles par l'embryon, le fœtus, le bébé. Donc durant la grossesse, comme pendant ou après la naissance, bien des événements peuvent venir blesser ce tout petit. Donc déjà, le savoir va nous permettre d'être attentifs et va nous permettre surtout de porter remède à ces blessures douloureuses que l'on n'a pas pu éviter et qui peuvent avoir ultérieurement des conséquences sur le comportement de l'enfant. Et là, je vais laisser la parole à Véronique qui va vous donner des exemples concrets, mais vraiment, rappelez-vous, l'amour et la vérité guérissent beaucoup de blessures. Donc je voudrais voir effectivement avec vous les nombreuses occasions de blessures dans le sein maternel. Pourquoi? Parce que si on le sait, eh bien cela va permettre de prévenir et, le cas échéant, aussi de guérir. Alors parlons des fausses couches avant la grossesse. L'embryon qui suit une fausse couche sent qu'il y a eu la mort avant lui et du coup peut avoir l'impression d'être peut-être celui qui doit remplacer celui qui n'a pas pu vivre, peut se sentir faussement coupable et responsable de ça. Donc une maman qui a la joie de pouvoir attendre un bébé après une fausse couche pourra lui parler et pourra lui expliquer, voilà, il y a eu quelqu'un avant toi, cette vie s'est arrêtée pour continuer d'une autre façon, toi tu as ta place, une place unique que personne ne peut prendre, comme tu peux prendre la place de personne. Voilà, ce sont des paroles toutes simples, mais qui permettent de resituer chacun à sa juste place et de prévenir justement toutes ces sensations que le bébé ne peut pas comprendre objectivement. La même chose quand il y a des
grossesse gémellaire qui débute et dont l'un des deux meurt pour voilà, continuer sa vie autrement. Pareil pour ce bébé qui survit, de pouvoir lui expliquer qu'il n'y peut rien, que ce n'est pas du tout de sa faute, que lui aussi a une place unique et que, voilà, que l'autre continue de vivre d'une autre façon, parce que souvent on a des enfants qui, ayant débuté une grossesse à côté d'un jumeau qui n'a pas pu continuer à vivre, sont très longtemps à la recherche justement de celui qui a été perdu. Donc c'est important de dire les choses au fur et à mesure. Je voudrais également évoquer les amniosynthèses, alors qui sont de moins en moins en cours aujourd'hui puisqu'on a des dépistages prénataux qui se font maintenant par prise de sang. Mais pendant de nombreuses décennies, il y avait cet examen qui est un examen extrêmement intrusif et que le bébé vivait vraiment comme une menace de mort. Donc là aussi, parfois, bah oui, il y a nécessité de faire ces examens et de pouvoir justement prévenir le bébé de ce qui va se passer pour le rassurer et éviter effectivement ces sensations mortifères. Que de faux diagnostics donnés par les échographies qui mettent en émoi les mamans, les papas, et auxquels évidemment l'embryon est très sensible. Et là encore, il ne peut pas comprendre objectivement ce qu'il ressent de très désagréable. Et là, le vit toujours sur moins d'amour, voire plus d'amour. Donc là encore, de pouvoir expliquer, voilà, tu peux nous sentir très inquiets parce que les médecins nous ont annoncé telle ou telle chose. Un, c'est pas de ta faute. Deux, nous continuons à t'aimer et toi, tu peux continuer à bien grandir. Également, quand les mamans vivent des situations de stress intense, et je voudrais mentionner aussi spécialement les harcèlements, les situations de harcèlement qui sont vraiment très dévastateurs pour les mamans et de fait également pour les bébés qui, encore une fois, ne peuvent rien comprendre et l'interprètent comme du moins d'amour. Et puis, bien sûr, après tout ce qui va concerner les deuils d'une personne proche de la famille, pouvoir expliquer à son bébé, voilà, tu peux me sentir très triste parce qu'il vient de se passer ça, mais ça ne m'empêche pas, en même temps, avec ma tristesse, de continuer à t'aimer. Pareil quand on apprend des maladies graves dans notre entourage très proche. Alors nous allons arriver, enfin, si je puis dire, à la naissance. Alors, espérons que nous aurons pu porter remède aux inconvénients qui peuvent accompagner toute grossesse. Donc, la naissance, ça a bien été dit tout à l'heure, c'est une période critique. Mais tout ce qui parle de critique ou de crise, c'est aussi la signification, c'est une période où on est appelé à grandir. Donc, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est difficile. Effectivement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la première séparation va avoir lieu. Le premier grand changement de vie, c'est une véritable épreuve. Le déroulement de la naissance va servir de modèle pour les séparations suivantes et les changements qui vont jalonner la vie. Nous l'avons déjà entendu ce matin, de très grands progrès ont été réalisés dans les maternités. C'est sûr que quand on a un recul de plusieurs dizaines d'années, on peut se réjouir des grands progrès qui ont été réalisés. Alors c'est vrai qu'il y en a encore à faire. Bon. Mais on tient compte de plus en plus des besoins psychiques des nouveau-nés, en particulier des prématurés, mais j'espère que ça continuera. Mais malgré tout, tous ces soins, tout ne peut pas se passer de façon idyllique. Par exemple, Véronique va évoquer quelques difficultés que l'on peut rencontrer, mais auxquelles on peut aussi porter remède. Alors, je voudrais d'abord parler de toutes les naissances qui sont déclenchées, alors parfois pour des conforts personnels, mais bien souvent aussi pour des raisons médicales, et c'est nécessaire. Il faut comprendre que, comme on sait que c'est le bébé qui met en route tout le processus de la naissance,
quand il est un petit peu forcé de sortir alors qu'il ne l'a pas décidé, il peut le vivre un petit peu comme s'il était chassé de ce nid d'amour. Et là aussi, quand il y a effectivement des déclenchements qui sont prévus, eh ben, c'est d'expliquer à son bébé, voilà, on va te demander de sortir un peu plus tôt que prévu, mais c'est pour te permettre que tout se passe pour le mieux et pour toi et pour moi. Parlons aussi des césariennes que je vais rapprocher de ce que l'on observe de plus en plus fréquemment ces dernières années. Alors je ne saurais l'expliquer sur le plan médical ou physiologique, mais nous assistons de plus en plus à des naissances qu'on pourrait nommer naissances boulet de canon ou bouchon de champagne, des naissances extrêmement rapides, qui sont en général assez confortables pour les mamans, d'après ce qu'elles disent. Mais pour les petits bébés, c'est quelque chose de très très violent. Et pour ça, je parle aussi bien donc des césariennes que de ces naissances ultra rapides. Il faut se rendre compte qu'un bébé, pendant 9 mois, il est dans ce nid d'amour où il n'a pas du tout de lumière, il a un peu de bruit vers la fin, il n'a jamais froid parce qu'il est effectivement à température constante, jamais faim, nourri toutes les heures du jour et de la nuit, pas besoin de respirer et rien qui change pendant 9 mois. Tout le processus de naissance qui dure quand même un certain temps, qui n'est pas très agréable ni très confortable pour le bébé, va en fait progressivement le préparer à découvrir à la sortie un monde totalement inconnu, avec beaucoup de choses très désagréables. Quand il y a des césariennes et des naissances ultra rapides, c'est tout d'un coup que le bébé est confronté à la lumière, à du bruit, il faut froid, on a faim, il faut respirer. Pour peu qu'en plus il soit saisi par des mains qu'il ne connaît pas puisqu'il ne connaît que sa mère et la voix de son père. Voilà, ce sont des enfants qui peuvent après développer des grandes intolérances au changement parce que c'est vécu, voilà, un peu comme une menace de mort pour eux. Voilà, donc de pouvoir reprendre tout ça avec le bébé pour l'apaiser et lui montrer que oui, ça a été désagréable, inconfortable, absolument pas dangereux. Ou le préparer. Ou le préparer, oui, absolument. Surtout quand on sait qu'il y aura une césarienne, eh bien c'est bien lui expliquer à l'avance ce qui va se passer pour amortir justement tous ces changements un peu désagréables. Alors on voit une vraie évolution sur la façon dont les bébés sont accueillis maintenant. Je dirais que depuis une petite dizaine d'années, systématiquement, les bébés, juste après la naissance, sont tout de suite posés sur le ventre de leur mère. Et c'est vraiment bon et important parce que c'est ça qui va permettre tout ce lien d'attachement, enfin tout cet attachement qui va constituer le cordon psychique dont le bébé a absolument besoin pour grandir et se construire. Voilà, alors il y a aussi durant les accouchements des souffrances ressenties par le bébé où le cœur peut effectivement moins bien battre, où la mère peut se sentir en danger de mort, où on peut aussi parfois appuyer très fort sur le ventre des mamans pour forcer le bébé qui n'est pas forcément décidé à sortir. Voilà, ce sont des choses qui sont nécessaires, encore une fois, pour permettre à la vie de continuer, mais que le bébé ne peut pas bien comprendre si effectivement on ne reprend pas les choses avec lui après pour le rassurer et mettre un baume de douceur sur toutes ces choses, sur tous ces événements-là. Il est important que tous les soins faits aux nourrissons après la naissance puissent être faits le plus possible à côté de la maman, en présence du papa qui est vraiment important. Et puis, je voudrais dire 2 mots également sur les nuits à la pouponnière. Alors, c'est beaucoup moins systématique que ça ne l'était à une certaine époque, mais si la maman est suffisamment en forme pour garder son bébé avec elle nuit et jour, qu'elle puisse le faire. Voilà, surtout si le bébé naît en fin d'après-midi, début de soirée, si après quelques heures de peau à peau, le bébé est séparé de nombreuses heures qui lui paraissent une éternité
de sa maman, il peut le vivre comme une vraie séparation avec tout ce que ça implique, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà. Et puis, quand il y a nécessité pour la maman, d'abord pour des raisons médicales ou parce que la maman voilà, a vraiment besoin de ce temps de repos, eh bien, c'est de préparer l'enfant, le bébé, en lui expliquant ce qui va se passer et en le rassurant sur le fait que même si nous ne sommes plus avec lui quelques heures, nous continuons de l'aimer et il est en sécurité. Aujourd'hui aussi, la mise au sein se fait quasiment systématiquement, même pour les mamans qui ne désirent pas allaiter. Et c'est vraiment bon, encore une fois, pour favoriser ce lien d'attachement si important dans la construction psychique de l'enfant. Alors, puisqu'on en est encore à la naissance et avant de quitter la naissance, je vais vous raconter un fait parmi beaucoup d'autres qui vous permettront à la fois de comprendre ce qu'est cette conscience d'amour chez chaque petit enfant et chez nous aussi. Elle ne meurt pas quand on vieillit, bien sûr, et qui vous expliquera aussi l'importance de cette naissance naturelle dont il nous a été parlé précédemment. Il s'agit d'une maman qui avait des problèmes ophtalmiques très importants. Et l'ophtalmo se met en rapport avec le gynéco en précisant bien, vous vous débrouillez comme vous voulez avec cette maman pour son accouchement, mais elle ne doit faire strictement aucun effort, donc elle ne doit pas pousser à l'expulsion, vous vous débrouillez, c'est impératif pour ses yeux. Donc la maman, on lui demande de rentrer la veille du jour qui était prévu pour la naissance, on voulait bien tout cadrer, très bien. La maman rentre et en se couchant, elle parle à son petit bébé, sachant que l'accouchement était provoqué le lendemain à 8 heures. Donc vous voyez, déjà, c'est pas très naturel. Enfin, tout ça, ça se présentait mal. Et la maman, en se couchant avant de s'endormir, parle intérieurement à son petit bébé et lui dit « Écoute bien, je ne pourrai pas t'aider à naître. Il faudra que tu te débrouilles tout seul. » Là, je vous cite les paroles textuelles. « Parce que je ne pourrai pas t'aider, débrouille-toi. » Le lendemain matin à 8 heures, le bébé était né tout seul, sans que la mère ait fait le moindre effort. Et des histoires comme ça, on pourrait vous en citer des kyrielles, mais comme il ne nous reste plus que 20 minutes, peut-être qu'on va vous frustrer. C'est un des apprentissages qu'on doit faire aux enfants. Donc j'espère qu'il est fait pour vous, cet apprentissage, et que vous nous pardonnerez de ne pas nous raconter toutes les histoires merveilleuses. Mais vous voyez, cet enfant avait compris ce que sa mère, qui l'aimait, et qui voulait le meilleur pour lui, qui ne voulait pas qu'on déclenche, etc. L'enfant a tout compris, il a tout réalisé. Voilà, les merveilles qu'une mère aimante peut réaliser parce que le cœur du tout petit est très sensible à l'amour. Alors, supposons maintenant que la naissance se soit passée au mieux, supposons qu'on ait remédié à ce qui a pu blesser l'enfant en cas de naissance à problème, on aura déjà beaucoup fait. Mais il reste encore bien à faire pour les parents qui vont maintenant avoir à l'aider à grandir et à se construire solidement. Il faut tenir, il faut sentir, il lui faut à l'enfant sentir l'amour de ses parents, mais je précise l'amour fiable, c'est-à-dire qu'il puisse faire confiance. L'amour et la confiance sont comme une pièce. C'est une même pièce, les deux faces sont différentes. Amour et confiance sont liés, mais s'il y a des failles dans l'amour, qui peut être dans la façon dont l'enfant a ressenti l'amour, il n'y a pas forcément de faille dans l'amour, mais il a ressenti comme une faille, la confiance, elle aussi, va être fragilisée. Comment pouvoir éduquer un enfant s'il n'a pas totalement confiance en ses parents, en ceux qui l'éduquent? Donc, très grande importance de cette fiabilité, de cette confiance. Mais
cet amour doit être sécurisant. Parce que là encore, c'est lié à la confiance. Comment conduire un enfant s'il a l'impression d'être en danger? Donc nous avons à protéger l'enfant, à le sécuriser. Oui, on aura bien sûr à lui faire apprendre la vie, à lui faire prendre des initiatives, à avoir du courage. Mais nous avons aussi d'abord à être sécurisants. L'enfant, ce qui va le sécuriser, c'est la permanence de ses points de repère, de son attachement, qui est principalement par rapport à sa mère en principe. Alors dans des cas très particuliers où c'est le père qui va recevoir l'enfant, qui va s'en occuper, qui va le rassurer, qui va lui témoigner de l'amour parce que la mère a des problèmes importants, l'attachement va se faire au père. En principe, l'attachement premier, c'est la mère, attachement second immédiatement après, c'est le père, mais il y a l'attachement aussi à tout ce qui est assez permanent dans sa vie, par exemple le lieu où il habite, son logement, son berceau. Voilà. Donc permanence à ses points de repère et d'attachement, les parents, la personne qui va le garder, la nounou ou la crèche, la personne qui s'en occupe, etc., l'habitation. Et il faut qu'il sente tout autant la fermeté sécurisante des adultes. Et là, on n'est pas tout à fait dans l'ère du temps. C'est vrai. Alors Véronique va vous évoquer un certain nombre de difficultés propres à notre époque. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a de plus en plus de parents qui se sentent assez démunis, qui veulent absolument très très bien faire pour leurs enfants et qui sont parfois, pour bien faire, capables de supporter l'insupportable. Et on mentionnera tout à l'heure les troubles du sommeil, mais c'est, je pense, le motif, enfin c'est pas je pense, je suis certaine, c'est le motif numéro 1 de consultation aujourd'hui dans nos cabinets d'enfants, alors de bébés déjà de quelques mois, ça c'est dans le meilleur des cas je dirais parce qu'on prend les choses au tout début, mais il nous arrive très souvent de voir des enfants de 4, 5, parfois même davantage, qui ne font toujours pas leur nuit. Voilà, mais ça on reparlera de ces symptômes, de ces signes importants à repérer justement. Des parents qui alors lisent beaucoup, connaissent beaucoup de choses, mais qui peut-être à cause de beaucoup de choses intellectualisées sont un petit peu dépourvus de leur bon sens, et puis avec aussi un déficit de la transmission des générations passées, donc des parents très, très démunis, avec en plus concomitamment des enfants extrêmement sensibles. Alors il y a certainement l'objet d'une conférence là-dessus pour expliquer le pourquoi de cette extra-sensibilité des enfants aujourd'hui, mais qui fait que les moindres petites choses ont des impacts extrêmement importants sur nos enfants. Alors je vous rassure, cette sensibilité, c'est vrai que plus elle est développée, plus un rien va les déstabiliser, mais aussi un rien va pouvoir les restaurer. D'où l'importance justement de comprendre toutes ces petites choses qui impactent la vie des enfants pour y remédier, et notamment par la parole qui a une puissance très très grande. Les mères sont de plus en plus obligées, et très tôt, de se séparer de leurs enfants, notamment pour des reprises de travail. Et donc il va y avoir tous les modes de garde dont on reparlera un petit peu justement pour savoir comment les préparer. Aujourd'hui, on a des matériels de puériculture absolument incroyables qui permettent des déplacements partout, par tous les temps, dans toutes les conditions. Et c'est vrai qu'on a des parents très nomades avec leurs tout petits, ce qui est assez pratique pour les parents. Pour les tout petits, c'est très dommageable. Un tout petit, maman vous le disait tout à l'heure, a besoin de la permanence de ses points de repère. Plus ces points de repère restent longtemps dans le temps, et plus il se sent en sécurité, et plus il va pouvoir ensuite appréhender plus facilement la nouveauté, l'inconnu et la séparation. Donc attention, par exemple, quand les bébés naissent
peu de temps avant des grandes vacances, de ne pas faire 10 lieux en un mois, parce que c'est dommageable. Ou même 5, c'est trop. Ou même 5, voilà. Oui. Voilà, et puis c'est vrai qu'on est dans une société qui permet beaucoup de choses, qui laisse à penser qu'on pourrait avoir droit à tout. Et aujourd'hui, l'enfant, c'est vrai, a beaucoup de droits. Que se passera-t-il en cas de frustration plus tard? Et là encore, ce serait d'autres développements, mais toute l'éducation à la frustration est quelque chose de très important. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure l'importance de l'apprentissage des séparations. C'est un apprentissage fondamental, absolument incontournable, qui a commencé, bien sûr, à la naissance, mais qui va se poursuivre tout au long de l'enfance. Sinon, la vie risque d'être très perturbée. Véronique vous l'a dit, elle va approfondir cela. Il y a des problèmes de sommeil. Et effectivement, quand un enfant à 4 ans n'a toujours pas fait ses nuits et qu'il réveille, croyez-moi, c'est vrai, jusqu'à 15 fois toutes les nuits ses parents, vous pouvez imaginer l'état de la famille. Bon, donc il y a les problèmes de sommeil et il y a les difficultés à se séparer. Donc ça va être une difficulté à aller à la crèche, ça va être une difficulté ensuite à aller à l'école, ça va être une difficulté pour aller dormir chez un camarade ou même chez les grands-parents. Voilà. Donc les difficultés par rapport à la séparation. Alors cela, quand une séparation dans la petite enfance ou dans la toute petite enfance, lorsqu'elle s'est produite dans des mauvaises conditions, ce n'est pas la faute des parents, c'est comme ça, la vie n'est pas toujours très tendre, l'enfant va ressentir une angoisse chaque fois qu'une nouvelle séparation va se présenter. Et c'est une angoisse de séparation dont les initiales ADS, donc ça va plus vite de dire ADS, et cela signifie bien angoisse de séparation, et c'est Véronique qui va vous développer cela. Donc je vais vous donner effectivement les différents signes de l'angoisse de séparation auxquels il convient d'être attentif et peut-être pour lesquels il serait bon de demander l'aide d'une tierce personne pour soulager l'enfant qui est en véritable souffrance. Alors, concernant le trouble du sommeil, qui est encore une fois le trouble numéro 1, tous les réveils, d'abord toutes les difficultés à s'endormir, des enfants qui ne s'endorment qu'en présence d'un père ou d'une mère à ses côtés, un enfant qui va se relever systématiquement, alors toujours avec des très bonnes raisons, ça c'est vrai, mais c'est le fait que ce soit systématique et répété dans le temps qui est le signe qu'il y a une angoisse de séparation. Un enfant qui rappelle de la même façon indéfiniment le soir. Voilà, tout ça, c'est le signe d'une angoisse de séparation. Un relevé, un rappel une fois de temps en temps, bien sûr, n'est pas significatif. Ensuite, on va avoir tous les troubles dans la nuit, alors que sont les réveils entre 1 et 15, comme maman vous disait tout à l'heure. Ça peut être le somnambulisme, les cauchemars à répétition, les terreurs nocturnes, les balancements aussi pour s'endormir ou dans la nuit entre deux cycles de sommeil. Tout ça, ce sont des signes d'angoisse de séparation. Et puis, les réveils prématinaux, où l'enfant, effectivement, en fait, n'a pas cette capacité à être seul, éveillé, sans personne dans sa chambre, et qui va obliger les parents à se lever. Alors, je dirais, avant 7 heures du matin, effectivement, ce n'est pas normal que l'enfant ne puisse pas attendre un minimum, même s'il a peut-être un besoin moindre de sommeil. Voilà, tous ces signes-là, s'ils existent depuis un certain temps, c'est le signe d'une angoisse de séparation qu'il convient de soulager. Ensuite, on a l'enfant qui va, alors le petit ou le petit enfant, hein, qui va pleurer tous les matins quand il est déposé chez l'assistante maternelle, qui va pleurer tous les matins à la crèche et puis un peu plus tard, les rentrées d'école en petite section. Ce sont des occasions assez, entre guillemets, idéales pour faire flamber des angoisses de séparation qui sont peut-être passées inaperçues jusque-là, mais qui sont révélées effectivement par une énième séparation.
les enfants, et ça on en a de plus en plus, qui viennent nous consulter parce que dès la crèche, ils vont mordre et taper les autres enfants. Alors souvent, le personnel de la crèche alerte les parents en disant « Oh là là, votre enfant est très violent ». Non, ce sont des enfants qui souffrent d'une angoisse de séparation, qui se sentent en telle insécurité sans leur repère et sans leur maman que, se sentant effectivement vulnérables et fragilisés, ils vont préférer attaquer plutôt que de risquer d'être attaqués tellement justement ils redoutent cette situation très précaire pour eux. Voilà, donc des morsures, des tapes, bien sûr il faut s'en occuper parce que c'est juste invalidant pour la vie en collectivité, mais sans non plus dramatiser parce que c'est le signe d'angoisse de séparation. Alors, pour tout ce qui est adaptation à la crèche, avec une assistante maternelle, l'entrée à l'école, il y a vraiment cette nécessité, mais pareil comme quand des parents partent un week-end ou davantage, il y a à expliquer à l'enfant objectivement ce qui va se passer le plus possible dans les faits. Voilà. Et une fois qu'on a expliqué ce qu'il va trouver, comment ça va être organisé, avec qui il va auprès de qui il va être confié. Ensuite, c'est le rassurer sur le fait que nous allons toujours revenir et que, effectivement, il aura le droit d'être triste parce qu'on n'est pas là, mais que pendant qu'on n'est pas là, notre amour va continuer pour lui et que les personnes auprès desquelles nous le confions, que ce soit la nounou, les grands-parents ou une maîtresse, ce sont des personnes qui sont en mesure de le mettre en sécurité. Voilà. La séparation, elle est douloureuse, et ça à n'importe quel âge, mais c'est à nous de veiller à permettre que nos enfants ne puissent pas croire que ça pourrait être dangereux. Voilà, donc bien expliquer à l'avance ce qui va se passer, et puis après coup aussi faire valider à nos enfants ce que nous leur avons dit. Tu vois, on est revenu, pendant ce temps-là, on a continué à t'aimer, et tu vois que même si tu as été triste de ne pas être avec moi, la vie a continué. On peut être heureux, profiter de tout ce qu'on peut faire dans un cadre extérieur à la maison, même si en même temps on a le droit d'être triste. Alors il y a également les enfants qui ne supportent pas la solitude. Vous avez des enfants qui viennent s'installer pour jouer dans la cuisine parce que maman est en train de préparer le repas et qui jamais n'accepteront de rester seuls même si la porte de la chambre est ouverte. Ça, c'est vraiment un signe évident que l'enfant ne supporte pas la séparation et qu'il n'a plus cette confiance fondamentale dans l'amour de sa maman puisqu'il lui faut veiller et surveiller sa maman, donc il faut être à côté d'elle, pas question d'être dans une autre pièce. Alors il faut bien voir cette notion de l'enfant surveille, l'enfant veille et ne dort pas. C'est pour ça que le sommeil, quand il n'est pas bon, est vraiment un signe d'angoisse de séparation. Pourquoi? Parce que sa confiance a été ébranlée par une séparation mal vécue. Désormais, il ne se sent plus en sécurité, il ne veut pas perdre l'objet de son amour et donc il prend cette façon de faire. Peut-être que tu pourrais développer un tout petit peu, puisque par chance on a encore quelques minutes, justement comment les thérapeutes s'y prennent-ils quand ils sont devant un enfant qui souffre d'une angoisse de séparation très globalement. Bien. Alors tout ça, vous allez le retrouver après dans le livre de Maman, on ne me quitte pas, ou même le mien aussi. En fait, il s'agit de retracer à l'aide des parents toute l'histoire de la vie de l'enfant, depuis sa conception, avant s'il y a eu d'autres événements, et en fait de nous mettre, nous, thérapeutes, à la place de l'enfant et de ce tout petit enfant qu'il a été, pour lui expliquer comment ça s'est passé pour lui, ce qu'il a pu croire dans ces moments-là, mais pour bien lui dire que d'abord tout ce qui s'est passé c'était il y a très longtemps et c'est fini, et surtout lui dire que ce qu'il a cru, parce que en fait un tout petit, quand il est séparé et que la séparation n'a pas été suffisamment préparée, un tout petit croit qu'on l'abandonne, qu'on l'aime plus et qu'il va mourir, et c'est vraiment une angoisse de mort que nos enfants revivent et revivent parfois pendant très longtemps, dès lors qu'il va se retrouver dans des situations
analogiques aux premières séparations qui lui ont donné cette angoisse de mort. Donc c'est lui dire, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est fini, et tout ce que tu avais pu croire, que tu pourrais continuer de croire, et qui explique les troubles du sommeil et tous les troubles dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, ce n'était pas vrai du tout. L'amour, voilà, même si maman, papa n'étaient pas là, l'amour pouvait continuer pendant ce temps-là. Et à chaque fois que tu as été séparé, objectivement, tout s'est très très bien passé. Donc il n'y a rien de dangereux. Donc voilà, c'est de mettre des mots sur ce que l'enfant n'a pas pu comprendre. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que le livre que maman a écrit comme le mien, ça a été vraiment pour que ce soit d'abord les parents qui puissent faire ce travail-là. Parce que je trouve que trop souvent aujourd'hui, dans un monde où on veut que tout soit performant, y compris nos enfants, on a tendance à, alors c'est bien par certains côtés, mais on a tendance à consulter trop vite des spécialistes et notamment des psychologues, sans que les parents sachent qu'eux-mêmes ont ce travail à faire avant tout. Au pire, ça fait rien, mais en tout cas, ils ont déposé beaucoup de choses qui vont faire que quand une tierce personne va redire les mêmes choses autrement, ça va valider tout ce que les parents auront déposé, et c'est à ce moment-là que ça pourra germer. Donc ce travail de relecture, de remise en mots, de préparation, etc., tout ça, c'est d'abord aux parents de le faire, et le cas échéant, si ça ne fonctionne pas, par des spécialistes de la petite enfance. Voilà. Alors je crois que nous pouvons nous réjouir parce qu'il y a eu de gros progrès de fait, et il y en aura encore pour accompagner les naissances, pour qu'elles se passent de la façon la plus naturelle possible, avec des remèdes lorsque effectivement on est dépassé par les difficultés, cela arrive, mais c'est la même chose sur le plan psychologique. Je crois qu'il y a bien des progrès qui sont faits, qui sont là pour aider les parents et pour permettre que les enfants s'épanouissent le mieux possible et se construisent pour une belle vie, et que vous en soyez fiers, vous, parents ou grands-parents. C'est ce que nous vous souhaitons. Merci beaucoup, Bernadette Lemoine et Véronique Lemoine-Cordier. Merci, mesdames.